serait intéressant d'introduire le sujet de la politique comme réponse. Non, il n'y a pas que ça, une réponse à cette problématique. Vous connaissez, c'est sûr, mais les autres, Yuan, toi tu le connais, c'est sûr. Mais il voudrait, voilà, je me laisse présenter lui-même succès Yuan quand il le voudra. Mais voilà, on ouvre maintenant le volet de l'avantage culturel. Un vrai problème de citoyenneté. Qu'est-ce qu'on fait dimanche matin? On fait des choses qui nous intéressent. Et c'est bien dommage que ce soit une problématique comme ça. Beaucoup de nos corps-religionnaires ne sont pas. Mais libre à chacun d'agir et d'occuper ses journées comme il le souhaite. Le premier problème de l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. Tu parles de la culture, tu sais même pas c'est quoi la liberté. Je veux dire, on ne dit pas, toi tu mets un jeans comme ça, toi, si toi tu as envie de mettre un truc sur la tête. Bon, après, il y a une autre partie qui est, et là c'est un travail sur les non-croyants, la représentation du voile. Sensibiliser, ça veut dire quoi? J'ai toujours tendance à le dire, sensibiliser, c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose. Il faut réintellectualiser la pensée des musulmans. Il faut se souvenir d'informations. C'est mon travail. J'ai fait des études universitaires pour ça. Après, ça ne veut pas dire que j'ai le bagage, hein. Mais je travaille au moins dessus, moi si je me trompe. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On parle de politique, on parle d'un sujet bien précis. Et on aimerait bien sortir de cette rencontre, Inch'Allah, avec des idées, des suggestions qu'on pourrait rapporter à un niveau plus haut, parce que certainement on sera invité dans des chaînes radio, à la télé et tout ça. Mais c'est toujours intéressant de tout d'abord jauger ce que la base pense et puis essayer de ramener ça plus haut si on a... C'est intéressant, mais je pense que le débat devrait être beaucoup plus interactif entre nous ici, et discuter, poser des questions, et puis l'échange est très intéressant. Interactif, il est là. Voilà, l'échange est super intéressant. À partir du départ de rééduquer d'abord notre pensée socioculturelle. La citoyenneté musulmane présente en Belgique n'est pas que la masse ouvrière. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui, grâce à leurs efforts, grâce à Dieu, comme on dit chez nous, il y a une progression éducationnelle, une progression socio-professionnelle qui font qu'aujourd'hui, nous sommes ici entourés de personnes de confession, citoyens belges d'abord, ça c'est important, d'origine X et Y, peu importe, de confession musulmane et qui viennent pour discuter d'un sujet qui n'est pas une solution et dans la hiérarchie des normes, la norme la plus élevée. Donc les normes constitutionnelles sont les normes les plus élevées. C'est-à-dire qu'aucune loi, aucun décret, aucun règlement communal, aucun provincial ne peut être contraire à la Constitution. Des croyants qui bougent dans une société et qui sont donc actifs, qui sont citoyens et qui ont aussi des regards. On en revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. On se place comment par rapport à ces personnes qui ne sont pas là, mais qui crient sur les réseaux sociaux: ah, c'est malhonnête, c'est pas bien, c'est pas juste, nous sommes des victimes, nous les musulmans, c'est toujours les mêmes, etc., etc. Mais quelle est la force de mobilisation de la communauté des croyants? Ça, c'est nous ne sommes pas ici dans le cadre d'une conférence, d'un séminaire, appelez-le comme vous voulez, islamique, c'est pas ça du tout. On est ici dans l'optique d'une, pour moi, rééducation citoyenne. La décision politique ici est d'interdire l'abattage rituel, que ce soit pour la communauté musulmane ou la communauté juive. Et l'impact que ça va avoir dans la réalité sociale, ça veut dire que, et vous en avez déjà entendu parler, dans les médias, comment est-ce que la communauté des croyants, juifs et musulmans, vont maintenant pratiquer leur alimentation finalement? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pas simplement pour ici et notre bien-être ici, c'est parce que nous croyons fermement à quelque chose, et là on est dans l'ordre de la science de l'intuition, de la certitude, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui on est devant une problématique puisque nous avons un gouvernement qui n'a pas à être religieux, et c'est très bien comme ça, mais qui prend une décision à l'encontre d'une communauté. La science religieuse ne doit pas et ne devrait pas, et ne l'est pas d'ailleurs, venir ici pour étudier la décision politique qui a été prise. La décision politique, elle est étudiée à partir de la citoyenneté. Elle n'est pas étudiée à partir des textes. On n'est pas là pour dire c'est quoi l'abattage rituel, on n'est pas là pour dire que certains courants disent oui à l'abattage rituel par étourdissement, non, etc. On n'est pas ici pour faire de la théologie, on est simplement ici pour clarifier le sujet. Nous sommes obligés de clarifier parce qu'il ne faudrait pas basculer dans ce que, par exemple, quelque chose de très néfaste, de se servir du religieux pour faire de la politique. Absolument. De mon point de vue, par exemple, et vous serez libre de ne pas être d'accord avec moi, il ne faut pas politiser le religieux. La politisation du religieux est, de mon point de vue, anti-islamique.
Parce que quand on fait de la politique, on construit des normes, et quand on les construit, elles s'appliquent à l'ensemble de la population. Or, il y a dans la population des gens qui n'ont aucun rapport avec la norme religieuse. Donc si on fait passer une norme religieuse pour une norme culturelle ou juridique, ça ne va pas. Parce qu'on l'impose à une population, surtout si elle est De juridique. l'interdiction de l'abattage rituel, dans la loi, il n'est pas défini comme tel. Hein. On ne parle pas d'interdiction d'abattage rituel pour qu'on soit clair et qu'on soit honnête intellectuellement. On parle d'interdiction d'abattage sans interdction au préalable. Toute la différence. Pour le politicien, ça fait interdiction sans interdiction au préalable, mais pour nous, cela veut dire indirectement, c'est nous interdire de vivre notre rituel et notre culte comme bon il nous semble. Je me dis, bon, c'est parti, je vais dans la politique, mais je garde mon voile parce que c'est ma décision personnelle, que ce soit religieux ou pas, c'est ma décision à moi. Les gens en face de moi vont être contrariés puisque j'ai cette voile sur ma tête, donc du coup, la neutralité que c'est ce que vous parlez de la neutralité, hein, un petit peu, pas directement, mais un petit peu, parce que vous dites qu'il y a des valeurs en commun, etc. Mais on va pas du tout me prendre au sérieux ou accepter, puisque déjà, mon apparence en soi révèle une certaine religiosité. Et même si moi je dis, je défends les valeurs communes, on ne va pas me prendre au sérieux. J'aurai jamais les vôtres que quelqu'un d'autre peut avoir sans voile. Non, je parle de toi. Je n'ai pas parlé de l'impact du comportement des autres sur toi. Oui, mais il faut les autres pour pouvoir avoir un impact. On est d'accord? Non, il faut que, en gros, ce que tu me dis, c'est moi je peux faire ce que vous dites, mais les autres ne me laisseront pas faire ça. Voilà, exactement. D'accord. J'ai pas le plateforme pour. D'accord. T'as pas le bon profil. Voilà. D'accord. D'où l'importance de rééduquer chacun d'entre nous à l'ouverture, que ce soit les croyants et les non-croyants. La définition, par exemple, tu viens de soulever, je pense que c'est ta question, c'est la question du voile. Oui. Parce que tu vas arriver avec ton voile, dans tes convictions, tu veux le garder et tu veux travailler, tu veux qu'on ne tienne pas compte de ça parce que ça t'appartient, etc. Eh bien, il faut l'aborder avec ces gens-là, non pas sous la dimension religieuse, en disant c'est une dimension religieuse, c'est important pour moi, etc. Non, il faut l'aborder sous la dimension de la liberté d'expression, qui est la même que la leur au niveau constitutionnel et qui te donne la liberté de te vêtir comme tu veux. Oui, mais où est-ce que... Je suis d'accord et je trouve que c'est une bonne idée, mais j'ai l'impression que, ou peut-être que je suis un peu trop pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop... Idéal. Voilà, exactement, parce que comment est-ce que tu veux éduquer les gens qui sont tellement ancrés dans leur pensée? Tu vois, où est-ce que je commence? Tu connais le principe de la politique? Oui. C'est le rapport de force. Oui. La politique, c'est un rapport de force entre un mouvement, entre des citoyens et les représentants politiques. Mm. Le représentant politique a besoin de la population. Mm. D'accord? À nous, à toi, à moi, à Youssef, le président, Hassan, à nous de mobiliser ce qu'on est en train de faire là, et malheureusement on est peu, et je le vois moi, depuis 1 an et demi je suis actif dans, on va dire, dans le domaine socio-culturel. Je le vois comment c'est galère de ramener les gens. Donc en fait, on doit d'abord nous éduquer. J'ai dit à des personnes, j'ai dit, la réussite ne viendra pas. Alors, ici, le paradis, il fait partie d'une institution politique, etc., qu'on peut discuter. Là. C'est un nouveau parti, ils veulent se détacher là, et c'est un parti qui veut coopérer, pas s'opposer. Donc il y a des bonnes choses, etc. Mais avant tout, il faut rééduquer pour refaire renaître les mouvements sociaux. Il n'y a pas... Je veux dire, toi, aujourd'hui, tu vas te présenter avec ton voile, etc. Tu fais partie d'une minorité. Ils ne vont pas te calculer. Mais si toi, demain, tu viens avec des armes intellectuelles, c'est-à-dire une formation sérieuse, un intellect posé, réfléchi, travaillé, et derrière toi, une population, ils vont t'écouter. Parce que tu représentes ce dont ils ont besoin. Un corpus de personnes avec des voix. Ceux qui nous entourent, ce qu'est réellement l'islam. Nous sommes la représentation de l'islam. Si nous agissons mal, nous n'aurons aucun soutien. Jamais. De personne. Même pas de nos proches. Je veux dire,
que tu joues là. Mais si nous vivons réellement l'islam, nous allons rayonner comme un soleil rayonne et illumine. Nous allons. Quasi est dans la laïcité et dans les principes premiers de l'islam. Mais La liberté de croire et de ne pas croire, elle y est. Moi, je préfère être dans une société laïque qui me donne la liberté, Pas de laïcisme, pas de laïcard qui a omis la dimension de liberté de croire et qui s'est emparé de la liberté de ne pas croire. Je préfère ça que dans des sociétés majoritairement musulmanes où la religiosité, c'est ça que je disais tout à l'heure, la politisation, elle vous est imposée. Donc si toi, tu n'as pas dans le cœur cette relation-là et que tu dois faire une pratique qui est imprégnée du religieux, on va parler de la genèse de la problématique. On a commencé à parler de bien-être animal à partir de 1986. Après, l'abattage rituel a toujours eu l'exception. Jusqu'à pas longtemps, toujours l'abattage rituel a bénéficié. Je suis intervenu en tant qu'immunologue et en tant qu'islamologue. Mais poser la norme constitutionnelle comme étant irrévocable, la poser comme un absolu, c'est donner à une dimension qui est politique, lui donner une valeur qui est religieuse ou sacrée, en fait. Si je reprends vos arguments et que je les inverse, et je peux même vous dire, je peux même aller plus loin dans l'analyse. La Constitution belge garante des libertés, de tout ce que vous voulez. Là, vous connaissez l'historique de l'Europe et les guerres de religion qu'il y a eu ici, et ça a généré ça. Et c'est une très très bonne chose, je ne remets pas ça en question. Ce que je remets personnellement en question, c'est le fait de laisser supposer, en posant la Constitution comme une première norme, c'est laisser supposer qu'elle est irrévocable, qu'il n'y a pas de mutation de la norme. La norme, elle mute, elle change. Ça peut prendre. L'irrévocabilité, c'est votre interprétation. Non, mais vous l'avez posé comme postulat de départ dans votre analyse. Je l'ai pris en tant que fait. Il y a une hiérarchie des normes, la norme constitutionnelle est au-dessus, et puis il y a des dérivés, et ça ne peut pas aller contre. Dans la, tout à fait d'accord. Dans la réalité sociale, c'est ça. Mais considérer cette norme-là comme étant absolue, là, on tombe dans le religieux, quoi. Alors, enfin, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. j'ai bien tout à fait compris ce que vous avez dit. La réflexion épistémologique, elle est très très intéressante. Vous avez dit que le politique, c'est un facteur qui est explicatif. C'est ça. La régulation sociale. C'est ça. J'aurais pas cette prétention personnellement. Parce que l'explication en épistémologie, c'est du ressort des sciences de la nature. On est dans le physique, on est dans le... Beaucoup plus une tradition de l'ordre de la compréhension. La sociologie de Weber, par exemple. Oui. Vous voyez, alors si vous êtes dans la c'est pas une liste. Si vous êtes dans la compréhension de Weber, vous n'êtes pas dans l'explicatif. Vous êtes Non, dans la mais- compréhension. Mais l'explicatif, c'est mécanique, c'est du ressort. Enfin, les lois de la physique sont explicatives, en fait. Voilà. Si on a tel paramètre plus tel paramètre, on a tel résultat. C'est explicatif. On en sort. Mais un phénomène humain, la religion, le jeu politique, ça suppose une compréhension. Il n'y a pas de loi à proprement parler scientifique en sciences humaines et sociales. Ça n'existe pas. Et là, je discute à partir d'un point de vue épistémologique aussi, hein, parce que l'épistémologie elle-même ne constitue pas la norme absolue. Il y a des écoles là-dedans et on est tout à fait d'accord. Mais je voulais énormément insister sur ça. Dire d'un cadre historique et légal qui a posé des normes, qui est issu d'une histoire, qui a une mémoire collective, dire de ce cadre-là qu'il faut le respecter est une chose, l'absolutiser est une autre chose. Et c'est là où le religieux, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, on est une communauté qui est minoritaire ici en Belgique, on n'a pas intérêt à vivre en autarcie, à s'enfermer En sur... 1999, ça c'est une date très importante, on parle même plus de la notion du bien-être animal, mais on a commencé à parler de sentiments chez l'animal. Donc on a commencé à considérer l'animal autrement, c'est-à-dire qu'avant, on disait que l'animal était indolent et il ne ressentait rien. Quand on lui coupait la gorge, dans tout le processus d'abattage, l'animal ne ressent rien du tout. À partir de 1999, il y a eu un protocole qui disait que, attention, l'animal est un être qui ressent des choses et il faudra en tenir compte de ce détail.
Et donc, en mai 1999 est rentré en vigueur le protocole de protection le bien-être des animaux, qui est juridiquement contraignant. Donc, il y a une contrainte juridique qui est rentrée en vigueur. Dans ce protocole, les animaux sont reconnus comme des êtres sensibles. La communauté européenne est invitée à tenir pleinement compte dans certains domaines. Être actif sur le terrain et tisser des liens avec le monde politique et des mouvements réfléchis qui puissent nous représenter, ça veut dire que c'est une dimension très large. On est vraiment dans des tissus qui se créent un peu en parallèle, mais on converge vers quelque chose, mais c'est vraiment très très large au niveau de la faisabilité de la chose, en fait. Je ne sais pas si faisabilité c'est le terme, mais c'est toute la complexité du travail effectué. Et j'ai même presque envie de vous décourager. Ça va à contre-courant de la société dans laquelle nous sommes. Parce que comme c'est un travail complexe, large, comme vous dites, et qui prend du temps, et que la société, on est dans l'instantané et dans l'immédiateté, les gens ne se mobilisent pas. Les gens disent, c'est pas grave. Tu veux étudier? Tu veux être ici, avoir une approche scientifique? Vas-y. Tu vas à la place du Ventoux, tu t'inscris, tu vas là, tu as des aides partout. Après, il y a des arrêtés royaux qui vont organiser tout ça. À chaque fois, il y a un arrêté royal qui dit voilà comment ça doit se passer, tel ou tel point. Ici, j'ai pris dans la page suivante, il y a quelques exemples d'arrêtés royaux relatifs à certains avantages prescrits par un rite religieux. Il y en a d'autres pour pouvoir le faire le dimanche, ainsi de suite. Tout ceci est encadré dans le dispositif du décret européen. En fait, tout ça est organisé par l'Europe. C'est l'Europe qui décide de ces affaires-là. Donc, il te donne un cadre. Il y a des décrets, CE tel. Et donc, les États, chaque État membre doit, selon ces dispositifs, faire en sorte de diminuer au maximum l'impact sur l'animal durant cet abattage. Et donc, les arrêtés royaux sont là, justement, pour réguler tout ça. On va parler d'une jurisprudence importante qui concerne l'abattage à domicile, parce que ça c'est important, parler de jurisprudence. Pourquoi on parle de jurisprudence? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un juge qui va prendre une décision quelque part, que ce soit au pénal, que ce soit cour constitutionnelle, ainsi de suite, quand on prend une décision, cela constitue une jurisprudence pour tous les juges. Et quand un juge dit que voilà, cette chose elle est interdite et c'est pas légal, quand on a fait tous les recours possibles et ce jugement est définitif, ça devient une jurisprudence. Et ici, dans ce cas-ci, Gaïa avait introduit un recours pour l'interdiction de l'abattage à la maison, donc à domicile, dans les communes de Vilvoorde et Le Corin. Et donc ceux qui enfreignaient ce dispositif-là, ben, ils pouvaient avoir des condamnations de paiement d'une astreinte. Donc ça constitue une jurisprudence. C'est-à-dire que si c'est fait dans ces communes-là, si à Liège, on va contre une commune, ben, ils gagneront toujours. Parce qu'il y a une jurisprudence qui a été créée. Donc à partir de ce jugement-là, il n'est plus permis d'abattre à domicile. Une autre jurisprudence, que cette fois-ci c'est dans notre intérêt, il y a eu plusieurs parlementaires de plusieurs partis qui ont introduit un recours au Conseil d'État. Comment ça se passe? On est au Parlement, on veut faire une loi qui, on le sent que ça va être pas trop populaire et tout ça, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait un projet de loi, et on lance la loi, et il y a dont nous sommes 60%, parce que nous sommes issus des sociétés patriarcales, etc., où il y a une certaine emprise de l'homme sur la femme, et donc renvoyer à des personnes qui ne croient pas, et la manière dont la réalité sociale des fois se traduit, effectivement, il y a cette idée de soumission, etc. Faut pas, moi j'ai eu des étudiants, je les ai revus 2 ans après, qu'est-ce que tu deviens? Elle n'était pas voilée, elle devient voilée. J'ai arrêté mes études parce que je me suis voilé. J'avais envie de pleurer. La seule chose qui nous réunit, c'est l'incivilité, c'est-à-dire le fait d'être nu en public. Donc c'est pas le cas, mais ne discutons pas de ça, je vous laisse ne pas croire, laissez-moi croire, mais trouvons des choses qui nous réunissent.